Eh bien, bonjour à tous et donc merci de nous rejoindre pour cette dernière session d'Univers SwiftNet, dernière session plénière. Alexandre, merci beaucoup d'avoir encore accepté de l'animer. Et donc, place à vos invités, sans transition, c'est parti. Ça démarre, merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'Univers SwiftNet qui est consacrée aux trésoriers et à la RSE. Alors pour tout dire, on avait travaillé sur ce thème fin 2019, c'était un autre monde. Depuis, la pandémie de Covid est arrivée. On a beaucoup parlé de gestion du cash, de prêts garantis par l'État, de récession, de reprise aujourd'hui, et c'est tant mieux. Mais on n'a jamais autant parlé non plus de responsabilité environnementale des entreprises, de responsabilité sociale, de gouvernance également. On a vu que la Bourse de Paris a connu quelques campagnes activistes couronnées de succès ces dernières semaines. Alors ces thématiques E, S et G s'imposent aux trésoriers d'entreprise. Elles vont changer leur rôle, leur fonction. Jusqu'où, comment, c'est ce que nos invités vont vous expliquer aujourd'hui. Je suis très heureux d'accueillir avec nous à distance Sarah Mingham. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des relations investisseurs et des financements pour le groupe Corian, groupe de soins pour les personnes âgées. Laurent Delorière, directeur administratif et financier du groupe Yves Rocher. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. À vos côtés, Bernard de Longevial. Vous êtes responsable mondial de la Sustainable Finance chez S&P Global Ratings. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Et Yvon Savy, vous êtes directeur à la Société Générale sur les sujets finance à impact et finances durables. Bonjour. Alors on va commencer par vous, Bernard de Longevial. En quoi la crise que nous connaissons depuis plus d'un an maintenant accélère-t-elle la prise en compte des sujets RSE ou ESG, je ne sais pas comment il faut les appeler d'ailleurs? Oui, vous pouvez les appeler ESG, RSE. On peut dire que la crise a joué un rôle d'accélérateur assez fort en révélant tout d'abord la vulnérabilité de nos sociétés à la pandémie, un phénomène naturel. Je crois que personne ne pouvait imaginer l'ampleur du confinement à l'échelle mondiale. Elle a ici également servi de révélateur des problématiques sociales, d'égalité face à cette crise. On peut se souvenir des travailleurs essentiels, non essentiels, problématiques également d'accès à la santé ou à la vaccination, mais également de façon plus large des problèmes d'inégalité face au travail, problématiques d'exclusion qui sont remontées, et également de la nécessité d'agir pour passer à un mode de développement plus durable pour une société. Les grands thèmes qui sont là, c'est bien sûr le thème numéro 1 à la veille de la COP26, qui est la problématique de la transition climatique, des risques physiques qui vont arriver, mais apparaissent d'autres sujets comme la biodiversité, l'utilisation de l'eau, la pollution. Et de façon, dans le domaine social, ce qu'on voit aussi également monter, et ce que la crise a révélé, c'était un changement d'attente sur les entreprises et les parties prenantes. Dans des sociétés en fait, qui ont été tenues à bout de bras par les États, les attentes des consommateurs, des États, des citoyens, des entreprises sur l'attitude de chacun et l'attention à l'impact que chacun pouvait avoir sur ce qu'on pourrait appeler le bien commun, ces attentes ont changé. Et on voit, si on regarde maintenant l'agenda, à la veille de cette COP26, on voit des États qui accélèrent la transition. Les États-Unis ont rejoint, on va dire, l'accord de Paris. La Chine s'est engagée vers la neutralité carbone. L'Europe avance sur ce sujet-là. On voit dans beaucoup de domaines une multiplication des initiatives. Le Global Risk Forum le Global Risk Report du Forum économique mondial a listé pour la deuxième année consécutive les risques sociaux et économiques parmi les plus grands risques qu'ils imaginent. Et si je peux parler à notre niveau, on peut dire que l'intensité des conversations, des questions qu'on reçoit sur ces sujets-là a peut-être été multipliée par un facteur de 10 en 2 ou 3 ans. Il n'y a plus une réunion avec des investisseurs ou des entreprises sans que ces questions viennent. Qu'est-ce que vous faites pour mesurer ces sujets-là? Quelles sont les expositions? Quels sont les risques? Donc véritablement, ils sont aujourd'hui le sujet numéro 1 auquel sont confrontés à la fois les investisseurs, les entreprises et je dirais l'ensemble des parties prenantes. Alors Laurent Delorière, est-ce que chez vous aussi, la direction financière, pas une réunion sans que ces sujets soient abordés? Qu'est-ce que l'année écoulée a changé pour vous? Alors oui, effectivement, je pense que l'année a changé beaucoup de choses. La première, c'est qu'elle elle a nécessité qu'on soit très focus sur un certain nombre de sujets. Comme toutes les entreprises, je pense on s'est beaucoup focusé sur le cash parce qu'on était dans un sujet de résilience par rapport à cette crise. Et dans le même temps, on n'a pas mis de côté, effectivement, et au contraire,
tous ces sujets RSE. Le groupe Rocher, pour rappel, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, est devenu une entreprise à mission en fin 2019, en octobre 2019, et derrière on a finalement mis à profit toute l'année 2020 et cette concentration sur ces sujets-là pour sortir de nouvelles ambitions RSE 2030. Donc on a conservé quelques sujets, mais celui-là en fait partie vraiment de façon très, très importante. Et ça se traduit concrètement comment entreprise à mission, voilà, depuis 1 an et demi, pour la partie trésorerie. Alors pour la partie trésorerie, on a initié avec l'ensemble de nos banquiers, bien sûr, vous le disiez, tous les sujets de green financing et autres. Nous n'avions pas encore aujourd'hui, en s'appuyant sur ce qui a été défini dans nos ambitions. Ça se traduit aussi auprès de programmes de formation, par exemple, qu'on a mis en place. Et puis on est devenu cette année adhérent auprès de Cher Paris Agritech, sur tout ce qui est comptabilité durable. Et donc l'idée là aussi, c'est d'expérimenter des choses, notamment dans le pôle agricole que nous avons en Bretagne, sur comment on intègre beaucoup plus dans nos comptabilités ces sujets développement durable. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais on n'est pas resté sans rien faire. Voilà, on a été très focus sur des sujets de trésorerie, de cash bien sûr, et en même temps, on adresse aussi ces sujets, je dirais, autour de la RSE. Bon, alors on reviendra sur les défis aussi que ces sujets posent. Vous avez parlé de comptabilité par exemple. Sarah Mingham Corian est à la fois un acteur social de par sa mission économique et puis a fait aussi des gros titres dès le début de la crise sanitaire, bien sûr. Comment le groupe a-t-il géré tout cela et quel a été l'impact de cette année sur votre réflexion RSE au niveau financier? Oui, effectivement. Donc Corian est une entreprise qui a le ESG vraiment à son cœur. Je dirais un peu à double titre. Via notre engagement dans le soin pour nos patients, nos résidents. Et aussi via nos équipes qui sont vraiment au centre de tous les services qu'on fournit tous les jours et qui sont clés dans ce qu'on peut proposer et la qualité de nos soins. Et donc, effectivement, 2020 nous a mis le soin en lumière pour nous tous, à travers nos hôpitaux, nos cliniques et également nos maisons de retraite, très clairement, et a mis vraiment sur le devant de la scène pour nous tous, nos soignants dans la société. Donc effectivement, nous, on a vu un écho plus large de nos actions ESG. On a eu plus de questions, plus d'intérêt, des questions de plus en plus précises. Et d'ailleurs, on a pu mettre en place en juin dernier, donc au cœur de la première vague, et comme vous disait Alexandre, au moment où Corian était sous les lumières, notre premier financement Sustainability Linked, qui était un EuroPP. Et on a bien senti à ce moment-là, on a senti deux choses. On a senti un vrai engagement de nos investisseurs de nous pousser, de nous soutenir, de nous encourager dans nos actions ESG qu'ils trouvaient extrêmement pertinents, avec notamment un volet sur l'ISO de nos maisons et un volet de parcours qualifiant pour nos soignants, en particulier en plus de notre empreinte carbone. Mais également, on a senti à ce moment-là une envie aussi de soutenir Corian, de soutenir la société dans son entièreté, à un moment où tout le monde était très conscient de l'engagement, de la mobilisation de nos équipes sur le terrain. Donc, je pense effectivement que cette pandémie, cette crise, cette année qu'on vient tous de vivre, a mis en lumière ces aspects plus sociaux, plus inclusifs, et a peu mis en lumière cet est qui était peut-être un tout petit peu caché au centre de ESG jusqu'à là. Et je trouve que c'est une excellente chose pour, on va dire, l'équilibre de l'ESG comme on l'a évoqué juste avant. On reviendra tout à l'heure sur notamment cet emprunt que vous évoquiez et les conditions du succès de ce type d'emprunt. On a évoqué les parties prenantes. Alors, dans les parties prenantes, la première, c'est la banque, pour un trésorier en tout cas. Yvon Savy, pourquoi les trésoriers doivent-ils prendre vraiment ce sujet à bras-le-corps? Ça a quel impact sur les relations entre la banque, entreprise, banque, trésorier et quelles sont vos attentes, vous? Pour ouvrir cette question, je prendrai deux mots-clés, le mot transition et le mot accompagnement. Le mot transition, c'est que dans les sujets ESG, donc environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance, on est tous face aux défis d'urgence à la fois environnementale et sociale dans une transformation progressive. Ce n'est pas binaire, personne n'est parfait, purement vert, etc. Et dans cette transformation progressive, il y a
pour chacun une démarche de transition. Comment on va vers 2030, 2040, 2050, et ce ZEN 2050, zéro émission nette en 2050, qui est le challenge de nos économies, en France et en Europe au moins, est très fort, et on y va progressivement. Et on y va aussi ensemble dans cette transition. Ensemble, c'est un mot important qui me permet de prendre le deuxième mot, accompagnement. Le rôle de la banque et du banquier est attendu comme être aux côtés de ses clients, dans cet accompagnement, tant pour les crédits, l'investissement, le conseil, le monde des paiements, comment écouter et faire des choses ensemble. C'est dans notre raison d'être, Société Générale, c'est aussi dans le rôle cœur du banquier, et le rôle du trésorier est aussi un rôle d'orchestre. Il voit toutes les parties de production, de stratégie, de direction, d'opérationnel. Lui-même est un acteur du ensemble, de l'accompagnement dans l'entreprise. Donc je pense qu'il y a tout lieu de se parler, de faire des choses positives pour ça. Alors, j'entends l'accompagnement, mais le banquier a aussi des contraintes, le régulateur, le stress test sur les sujets climatiques. Donc jusqu'où on est dans le dialogue et jusqu'où on répercute auprès des entreprises des contraintes qui sont elles-mêmes imposées aux prêteurs? En fait, la démarche du subi ou du volontaire, c'est celle-là la question, tout se fait ensemble. Donc oui, on est dans une industrie extrêmement réglementée. Je pense que dans les services sociaux, le cosmétique, les services aux investisseurs aussi, c'est extrêmement réglementé. Et il y a une pression, en effet, du politique, de la société, du régulateur, pour nous donner cette feuille de route et ces étapes vers cette transition vers 2050. Cela dit, les banques ont anticipé les choses et ont déjà pris des engagements volontaires. C'était par exemple la question de la sortie du charbon, notamment en France. Et je citerai que les banques françaises, donc pas seulement Société Générale, mais les banques françaises en général sont plutôt pionnières, exigeantes et expertes dans ces sujets-là. C'est une expertise qu'il faudra sans doute bien garder en France et en Europe. Mais on avance sur ce double chemin de la régulation et des engagements volontaires. Et dans ce volontaire-là, il faut aussi voir comment les clients sont capables d'absorber ces nouvelles contraintes et d'évoluer ensemble vers ces attentes nouvelles. Alors justement, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous attendez du client ? Quel est un peu le chemin que vous dessinez ensemble vers cette transition, et puis quelles seront les conséquences pour ceux qui ne vont pas assez vite ou qui sont totalement hermétiques à ces sujets? Il y en a peut-être encore. La démarche, elle sera celle d'un dialogue. Donc transition, accompagnement, voilà, le dialogue est aussi un mot important. La façon dont on va se parler avec le client, le banquier est souvent aussi la relation banque-client, j'espère, est un lieu d'écoute, de discussion. On n'est pas juste à vendre des produits, des solutions, etc. C'est un lieu, une instance de dialogue, et ça suppose de voir comment le client a compris et va recevoir des conseils, guidelines, prospectives de la part de la banque, et comment il va lui-même s'y mettre. Et dans cette partie prospective, le dialogue, il va induire un dialogue stratégique à moyen long terme. Donc on rentre dans quelque chose qui est idéal. Les financements qui ont de l'impact, ce sera forcément ceux du moyen long terme. Oui, il y aura celui du court terme, de la trésorerie. On a vu comment la crise Covid était importante dans cette gestion du cash et de l'immédiat, de la résilience qu'il fallait battre. Mais ça y est, on en sort. Il faut se projeter maintenant de moyen long terme. Donc le rôle du banquier va être dans ce dialogue stratégique moyen long terme pour écouter ces contraintes et voir comment le client l'absorbe. S'en rend compte, l'absorbe et va se transformer lui-même. On va évoquer ça va être des sujets de data, de pilotage, de vision, et puis après de choix directs dans les financements. Et ce dialogue stratégique se fait avec qui ? C'est la direction générale, la direction financière, le trésorier ? Idéalement, les grandes fonctions de direction d'entreprise, donc ça sera un peu tout le monde. Il y a des entreprises où ce sera aussi le directeur opérationnel, le directeur de production, le directeur d'approvisionnement, des achats, des ressources, des matières premières. On va voir notamment avec les sujets biodiversité comment aujourd'hui les matières premières sont importantes. Je crois que pour Yves Rocher, c'est déjà le cas. Et puis la direction stratégique, la direction générale, quelquefois les actionnaires. On a vu dans des ETI ou etc. où les actionnaires eux-mêmes, la famille, est très, très impliquée dans cette vision du dialogue stratégique. Et puis évidemment les opérationnels que peuvent être en effet directeurs de production et autres directions.
Et la conséquence, si rien ne se passe, si les critères que vous êtes fixés finalement ne sont pas remplis En fait, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, enfin mes collègues vont me confirmer, il n'y a pas rien ne se passe, c'est pas possible. En fait, les parties prenantes, c'est un mot-clé que vous aviez évoqué tout à l'heure, toutes les parties prenantes, c'est les actionnaires, les clients, la société civile, l'État, les collectivités, les médias, les collaborateurs eux-mêmes attendent ça. Et donc en fait, face à cette montée, émergence des attentes des parties prenantes, on ne peut pas ne pas bouger, sinon c'est fatal. Alors dans les parties prenantes, il y a les agences de notation. Bernard de Longevial, qu'est-ce que vous regardez, vous, aujourd'hui, sur cette partie ESG ? D'abord, je vais rebondir juste un instant sur les propos précédents. C'est peut-être par rapport aux trésoriers, si on regarde le monde financier, que ce soit les banques, les assureurs, les grands investisseurs, tous sont en train d'intégrer l'ESG. Et ce qu'on appelle l'intégration ESG, c'est mesurer les risques et les opportunités des contreparties avec qui elles travaillent, éventuellement engager pour les aider à transitionner. Troisièmement, en cas où, éventuellement pour certains secteurs considérant comme ayant des impacts négatifs, exclure ou réduire les engagements. Donc on parle du charbon, on peut parler du forage arctique, mais même au sein d'un secteur, on peut considérer que les acteurs les moins disants ou ayant les impacts les plus négatifs, à terme, s'ils ne transitionnent pas, pourraient se retrouver en difficulté de trouver un assureur, un banquier ou un investisseur. Dernier élément, qui est aussi un élément d'opportunité dont on parlera plus tard, c'est le développement de produits qui favorisent la transition. Ce sont tous les produits verts, les produits sociaux. Et donc il y a à la fois un risque de se voir couper l'accès au financement de façon générale, si on ne bouge pas, mais également des opportunités. Maintenant, si je prends Standard & Poor's, pour nous, c'est aujourd'hui notre priorité numéro 1. Priorité numéro 1, tout d'abord parce qu'on considère qu'on est face à des enjeux qui sont majeurs à horizon de 30 ans. C'est un peu la tragédie de l'horizon. On pense que si rien n'est fait, dans 30 ans, 40 ans, ce monde ne sera plus vivable. Maintenant, ce sont des sujets qui sont extrêmement difficiles à appréhender. Et notre mission en tant qu'agence de notation, c'est d'être un fournisseur d'informations qui permettent aux agents économiques et sociaux de prendre des décisions de façon mieux informée. Et donc, on considère que c'est l'essence même de notre existence que de répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? C'est un double défi, à la fois dans nos notations de crédit traditionnelles, donc intégrer les facteurs ESG, quels impacts ils ont sur les probabilités de défaut, la solidité financière des entités qu'on note, État, entreprises, banques, et de l'autre côté, développer des notations extra-financières. Donc aujourd'hui, nous notons par exemple les green bonds, on développe des méthodologies pour les social bonds, mais également la notation extra-financière des entreprises. Et ce qu'on regarde, en gros, pour les lister, en domaine environnemental, c'est quelle est la gestion de vos émissions de gaz à effet de serre, quelle est votre préparation face à des risques physiques qui vont arriver, quelle est votre gestion de la biodiversité en termes d'exposition, de management d'objectifs, votre gestion de l'eau, votre gestion également de la pollution, à la fois au niveau de vos opérations, mais comment est-ce que vous gérez vos fournisseurs et l'utilisation de vos biens. Dans le domaine social, c'est regarder l'utilisation, comment est-ce que vous traitez vos ressources humaines, le traitement des clients en termes de protection de l'information, de produits. Est-ce que nos produits ont un impact positif ou négatif sur nos clients, même s'ils peuvent se vendre bien. Également l'impact de l'entreprise sur la communauté dans laquelle elles opèrent et de façon plus large, les sujets santé, sécurité qui ont été très très sensibles pendant la crise. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on pense, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la frontière entre ce qui est matériel aujourd'hui, qui a un impact financier sur votre capacité à emprunter, sur votre capacité à vendre vos produits, sur les risques juridiques que vous prenez, la frontière entre ce qui est matériel aujourd'hui du point de vue financier et ce qui le sera demain est fongible, parce que les attentes des sociétés évoluent très vite et qu'à tout moment, un sujet qui était considéré comme véritablement une externalité, quelque chose qui n'a pas d'impact, peut devenir un sujet important. Et donc pour comprendre la capacité d'une société, d'une entreprise à évoluer dans le futur, il faut identifier ses impacts, ses expositions et voir comment est-ce qu'elle gère, parce qu'encore une fois, vu la rapidité de la transition auquel on peut s'attendre dans les 10 à 20 prochaines années, il faut anticiper. Vous avez évoqué social bonds et green bonds, et on a la même chose du côté des prêts aujourd'hui. On voit beaucoup d'annonces, beaucoup de volume. Quelle est la réalité du phénomène aujourd'hui, si on le quantifie? C'est déjà la majorité des financements ou pas encore? Alors, on va dire que si on prend la gestion mondiale, il y a environ
80 trillions d'actifs sous gestion, un peu plus. Et sur ces 80, on a un peu plus de 30 trillions sur lesquels les gestionnaires d'actifs, les investisseurs, intègrent ces facteurs ESG. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, et ce 30 va devenir 40, 50, 60, le train est parti. Donc dans les prochaines années, les investisseurs prendront de façon systématique en compte ces facteurs ESG dans leurs décisions d'investissement. Donc tout va être un peu vert, un peu social, où les sujets de gouvernance vont être regardés. Maintenant, si on prend les produits à impact, les green bonds, les sustainability linked, les social bonds, ils représentent encore une part minoritaire, quelques pourcents, mais cette part minoritaire, elle croît très très vite. Si on prend les bonds dont je parlais, ils étaient au niveau mondial en 2019, c'était 200 milliards qui étaient émis chaque année. 2020, c'est plus de 500 milliards. 2021, ça sera plus de 700 milliards qui sera émis. Donc en fait, c'est une croissance extrêmement rapide. Si vous regardez la croissance des fonds à impact, là pour le coup equity, également c'est une croissance géométrique. Donc le nombre chaque année, c'est plusieurs trillions qui se rajoutent. Donc on voit une transformation. Et même pour les grands acteurs, de la gestion, leur optique ESG regardait beaucoup les risques et les opportunités et les sujets d'exclusion. La thématique de l'impact est en train de prendre de plus en plus de poids. Donc en fait, c'est une transformation générale. Mais donc ces sujets sustainability et autres, mineurs pour l'instant, mais en croissance exponentielle. Donc c'est une vraie opportunité, je veux dire, de financement pour les sociétés. Oui, Yvon Savy, on peut imaginer que dans 5 ans, tous les prêts, les financements de la Société Générale, ce ne soient des financements verts ou sustainability linked ou... Oui, on voit le mot dans un jargon anglo-saxon, new normal. Ouais. Quelle est la nouvelle normalité vers laquelle on va donc c'est ce que vous disiez, ce qu'on sent aussi dans les entreprises de production de produits et services. Donc le rythme est accéléré. Je crois qu'il y a eu 2018-2019 prise de conscience, 2021 une accélération. La crise Covid est un catalyseur qui va encore accélérer les choses. On a vu que les urgences à 2030-2040 sont fortes, etc. Oui, donc très forte accélération. Et dans tous les aspects. Donc à la fois financement et conseils, investissement, le monde des paiements, le monde des placements, tout ça s'ouvre et se colore de ESG. Et quand on dit ESG, c'est vraiment les 3 piliers. Le vert pour l'environnemental, énergie, biodiversité, tous les sujets, économie circulaire, enfin on en ouvre beaucoup. Le S sur le social, éducation, santé, logement, emploi. L'emploi va être un facteur très très fort, enfin l'est toujours, hein, mais majeur. Et puis le G pour la bonne gouvernance, c'est aussi, le triptyque tient sur ces trois jambes, comme un trépied, hein, autrement ça tombe. Et la bonne gouvernance, la comitologie, la stratégie, la prise en compte dans les incentives, les rémunérations, la transparence, le comment je fais le E et le S. Si le E et le S sont des quoi, qu'est-ce que je fais et comment je le fais, c'est le G. Tout ça tient ensemble et c'est une très très forte transformation et colore tout, oui. Sarah Mingham, vous nous avez dit que vous aviez placé un EuroPP Sustainable en juin dernier. Comment on fait finalement pour s'assurer que cette opération soit un succès? Qu'est-ce que vous demandent les investisseurs? Quelles primes il faut donner? Quels critères on met en avant? Effectivement, c'est un travail qui est assez différent du coup dans son dynamique que d'autres financements parce qu'on est beaucoup plus dans l'échange et on est effectivement dans le temps passé avec les investisseurs et les banquiers. On était d'ailleurs entre autres avec Société Générale. On est beaucoup plus sur ces sujets-là que juste les financials de la société. Donc la démarche est un peu différente. Elle est assez, elle était très interactive pour nous. Et ça a tissé, je dirais, des liens d'autant plus forts avec les investisseurs qui, en fait, par définition, ont envie de revenir pour voir comment tout ça évolue. Effectivement, et dans le détail de comment on le construit, effectivement, on avait une demande forte de ne pas être dans du symbolique. Effectivement, et c'est une demande qui nous allait très bien. Donc, effectivement, on a un step up et step down qui est plutôt significative à 20 basis points. Et donc, du coup, c'était vraiment un échange pour que les gens comprennent pourquoi on a choisi ces critères-là, qui faisaient de toute façon partie de nos 15 engagements qui étaient déjà publics, sur lesquels ils avaient un très bon visibilité dans notre communication financière. Mais aussi, on a envie, comme Yvon vient de dire, sur la gouvernance, sur comment est-ce que ça tient ensemble et comment est-ce que tout ça va être contrôlé, reporté, etc. Et du coup, là, on est après,
on continue ce dialogue avec certains investisseurs qui disent bah, j'ai tout regardé, j'ai 2-3 questions. Et donc, je trouve que ça fait rentrer effectivement les investisseurs peut-être plus dans la stratégie de l'entreprise, surtout quand l'ESG, qui est notre cas, fait vraiment partie intégrante de la stratégie au global et tisse des liens, je trouve, à une compréhension plus forte entre les partenaires, les stakeholders financiers et l'entreprise même. Ça soulève, tous ces sujets soulèvent d'énormes questions, d'énormes chantiers sur la donnée et la qualité de la donnée, sa standardisation, son reporting auprès de toutes les parties prenantes. Ça s'est traduit comment chez Korian ? Bah, effectivement, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment un grand chantier parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément tous les processus en place, ça ne rentre pas dans les ERP, donc il faut créer effectivement des nouveaux processus, des nouveaux remontées d'informations. Et en fait, je ne sais pas comment ça s'est fait ailleurs, mais effectivement, de rentrer ça dans la norme, donc c'est-à-dire ça passe par la finance, ça rentre dans la business review très, très régulier, semble effectivement la meilleure méthode parce qu'effectivement, on ne peut pas être dans une situation où on découvre ces indicateurs, je ne sais pas, 1 ou 2 fois par an. Il faut vraiment qu'on soit dans la régularité, pour nous en centrale, on va dire, les finances, etc., mais aussi pour les équipes localement, pour qu'ils puissent mesurer effectivement ce progrès et voir quelle est la dynamique qui est engendrée. Mais effectivement, c'est un challenge parce que c'est pas des nouveaux, c'est des nouveaux données. Donc, et ils sont très souvent, ils existent, mais ils sont un peu éparpillés. Donc, il faut en parler avec les RH, il faut en parler avec les équipes souvent dédiées formation, il faut en parler avec l'immobilier. Donc c'est un travail un peu de rassemblement, mais du coup qui est intéressant. Laurent Delorière, là-dessus, ce chantier de la donnée ESG, comment vous le traitez ? Alors, effectivement, c'est un sujet colossal. Hein. On le disait, c'est une data qui est très éclatée, très diverse, très éparse partout. Donc aujourd'hui, on est en train aujourd'hui, on le remontait globalement 1 fois par an, hein, dans le cas notamment de la déclaration de la performance extra-financière. L'idée, comme le disait Sarah, c'est d'intégrer ça beaucoup plus dans nos reporting et de pilotage de l'entreprise, au même titre que la performance financière qu'on va faire pour le coup tous les mois. Et donc là, on est en train de structurer des équipes, des projets, et d'intégrer ça, je dirais, directement, même dans la réflexion de nos outils. On est en train de changer de ERP, par exemple, et donc on a intégré cette réflexion de dire comment je vais aller capter la donnée de l'eau, de l'électricité ou autre sujet, RH, dans nos outils. Au même titre que nous l'avons fait sur la RGPD, où on a dû mettre en place pas mal de choses. Bon, on a pris la même démarche. Alors, ça va prendre du temps, parce qu'à nouveau, c'est une donnée qui n'est pas normée tout le temps, et à nouveau très éclatée. Je pense qu'on maîtrise bien un certain nombre de périmètres, et dès que vous commencez à être très internationaux, avec plein d'activités, comme par exemple le groupe Rocher qui est très intégré, depuis l'échange jusqu'à la distribution physique finale, ça rend le sujet à la fois complexe, mais aussi extrêmement intéressant. Vous allez être aussi obligé d'apprécier la qualité de la donnée de vos contreparties, fournisseurs par exemple, non ? Oui, alors bien sûr, et ça c'est des choses qu'on fait déjà depuis assez longtemps, hein, pour le coup, c'est des points qu'on a, notamment les aspects de plan de vigilance, ainsi de suite, qui sont extrêmement forts. Et là, on peut faire des choses nous-mêmes, on s'appuie aussi beaucoup sur des sociétés tiers qui aussi peuvent travailler sur ces sujets-là, et avec qui on a des relations assez fortes et qui nous permettent de nous assurer avec nos fournisseurs et toute la chaîne, je dirais amont, mais aussi maintenant les sujets avec la partie aval et autres, donc oui, bien entendu, ces sujets. Mais je dirais ceux-là sont travaillés déjà plus longtemps avec nos fournisseurs notamment. D'accord. Yvon Savy, alors vous traitez, vous voyez la donnée arrivée de multiples contreparties. Comment vous arrivez en tant que banquier à apprécier sa qualité, à la comparer En effet, le traitement des données est une tâche colossale, avec un grand K. C'est une occasion de réformer en effet les systèmes actuels, donc des investissements, ce qui suppose des coûts, mais l'enjeu est important. On a sans doute un appel très fort à une standardisation, normalisation, etc. Toutes les petites normes de chacun dans son coin, etc., hétéroclites et compliquées, c'est quand même difficile. C'est vrai que nous, on a des milliers, centaines de milliers, millions de clients. Il faudra quelque part une norme. Je pense qu'il y a un appel, et on le voit sur la place économique française, le gouvernement, etc., pour la Banque de France y travaille, pour une standardisation, une normalisation de cela, et quelque part une mutualisation. Aussi qu'on trouve quelque part un pôle commun où cet éparpillement de données très différentes
peut se retrouver et servir un petit peu à tout le monde dans un cadre commun. Ensuite, l'intelligence. Vous aviez le mot de ça, c'est important. La donnée brute, voilà, on peut en avoir, et il faut de l'intelligence. Donc voilà, ça c'est pas à vous que je le dirai, c'est toute la valeur est là. Et nous, en tant que banquier, on a des données très importantes. Il faut d'abord assurer leur sécurité. Premier point extrêmement important, la sécurité des données. Et ensuite, leur intelligence, leur qualité, leur intelligence. Là, le chantier est ouvert. Donc, en effet, les partenaires, se mettre en chaîne de valeur avec des gens avant le banquier, après le banquier, à côté du banquier, ensemble avec le client, des facteurs de notation, d'appréhension, et puis savoir ce qu'on va en faire. Et il y a, dans l'enjeu de la qualité, on peut rêver qu'un jour, aujourd'hui on a des données financières qui sont de très bonne qualité, hein, n'est-ce pas, S&P, vous le savez. Est-ce que les données ESG peuvent atteindre ce niveau de qualité que la donnée financière? On y travaille tous. Bernard de Montjual, quelle est votre vue là-dessus? Je dirais que la donnée, c'est peut-être la mère de toutes les batailles, pour pouvoir bien apprécier ces risques. Quand on compare ça effectivement par rapport au domaine financier, le niveau de maturité n'a rien à voir. Et quand on parle de données, je pense qu'il y a cette double dimension. On a parlé de ESG, comprendre l'intégration de la gouvernance de l'entreprise, la direction, les objectifs, parce qu'effectivement, l'ESG n'est pas une danseuse qu'on met à côté, c'est vraiment, ça fait partie intégrante, et ce qu'on attend, c'est l'intégration dans la société, dans sa stratégie, la dévision de ses produits, les interactions avec ses fournisseurs, dans ses financements, dans ses relations avec ses employés. Donc c'est véritablement quelque chose, avoir des rapports qui permettent à l'observateur externe de comprendre comment la société se positionne. Et l'autre chose, ce sont des KPIs, donc des indicateurs clés. Et c'est là où nous avons des initiatives privées ou publiques de normalisation, de standardisation de ces données, mais qui aujourd'hui foisonnent, mais sans standard commun. Ce qui veut dire, si je prends un cas tout bête, mais essayer de comprendre comment est-ce que les entreprises recyclent. Vous avez des entreprises qui vont vous reporter la proportion, le nombre d'objets recyclés. D'autres qui vont reporter les tonnes recyclées. Certaines qui vont le faire sur base consolidée, d'autres sur base sociale. Quand vous êtes l'observateur externe, pour comprendre quelle est l'entreprise la plus performante de ce domaine-là, c'est extrêmement difficile. On y passe beaucoup plus de temps que sur des entreprises, que sur le domaine financier, pour des résultats qui sont beaucoup plus difficiles. Alors l'élément d'espoir, s'il y en a un, c'est effectivement que la prise de conscience mondiale de ce sujet-là, elle est là. Les initiatives sont là. L'Europe avance. On va avoir la directive sur les rapports, sur le reporting extra-financier. On a la taxonomie. Ça va être des sujets transformants pour toutes les entreprises en termes de normer leurs données. Mais à terme, ça va prendre plusieurs années. On peut espérer avoir un niveau de standardisation qui s'améliore et qui permette au marché d'identifier les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques. Un des grands défis, même si vous avez partiellement répondu également, c'est quand on parle d'ESG, ce n'est pas uniquement l'entreprise, c'est toute sa chaîne de valeur. Si vous voulez, si dans ma chaîne de valeur, je fais travailler des enfants ou je pollue massivement les rivières, que ce soit ma société ou que ce soit un fournisseur, quelque part, je suis responsable également. Et cet élément-là, je veux dire, le côté vertueux ne dépend pas uniquement de la société, mais également de tous ses fournisseurs. Et avoir tout le monde qui adhère à des standards de reporting, c'est le grand enjeu. La bonne nouvelle, voilà, c'est que la prise de conscience est là et que des initiatives ont démarré. Derrière la norme et le standard, il y a aussi des batailles politiques. On l'a vu sur les normes IFRS. On voit que les Américains, les Européens n'ont pas ne mettent pas la même chose derrière la notion de diversité, par exemple. Mais est-ce que ça peut être vraiment un enjeu de compétitivité pour les entreprises européennes et un risque si on a plutôt une norme extra-financière qui vient des États-Unis plutôt que de l'Europe? Alors je dirais que c'est vrai qu'il y a des éléments politiques. Si on prend, alors d'abord, l'Europe est plutôt en avance. Si on prend les entreprises que nous notons, je dirais qu'en moyenne, les entreprises européennes ont pris ce virage avant les autres et donc sont plutôt bien positionnées. En termes de normes, les États-Unis étaient très orientés sur ce qu'on appelle la matérialité financière. Donc les sujets environnementaux et sociaux comptaient à partir du moment où ils allaient avoir un impact immédiat et rapide sur la performance de l'entreprise. Là où l'Europe était plus positionnée sur la double matérialité, c'est-à-dire que je vais regarder quel est l'impact sur moi des différentes parties prenantes, mais également mon impact. La nouveauté, je trouve, c'est que les choses sont en train de changer aux États-Unis, parce qu'il y a cette prise de conscience que les choses évoluent vite et que les sujets d'impact peuvent revenir vers nous. Et donc, nous, on voit le grand normateur américain qui est le SASB est en train tout de même de s'approcher, d'évoluer vers l'Europe. Maintenant, ce qui est certain, c'est que
vu le manque de données, la région qui parviendra à établir des normes qui seront utilisées de façon standardisée par un grand nombre d'agents a toutes les chances de définir en gros la norme mondiale. Et c'est là où il y a le grand enjeu. L'Europe avance de façon plus réglementaire, les Américains avancent de façon, on va dire, un peu moins réglementaire. Celui qui parviendra à faire appliquer de façon plus large ces données sera sans doute celui qui l'emportera. Économiquement, encore une fois, ces sujets d'externalité, d'impact et la rapidité de solution fait que nous avons tendance à penser que à terme, ça va converger. Et les Chinois ont commencé à rentrer dans l'arène. Et les Chinois sont là également et avancent également à marche forcée. Ils ont compris, c'est un enjeu important. Oui. Parce que les enjeux sont réels derrière. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la communication. Et au fond, bien comprendre les sujets d'externalité, vos impacts, c'est quelque part mieux se préparer à des évolutions sociales. Donc, on s'attend à plus de convergence, même si pour le moment, les sujets politiques la freinent. Alors, pour faire tout ça, il faut des hommes et des femmes. Comment on fait monter en compétence le trésorier sur ces sujets-là? Est-ce qu'on le forme, Laurent Delorière, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'on recrute des experts en extra-financiers qui ne sont pas forcément des financiers? Je pense que c'est vraiment les deux. Bon, pour le groupe Rocher, à nouveau, c'est vrai on a travaillé avec la Ségos notamment pour mettre en place un programme pilote de formation finance et RSE à destination de l'ensemble des financiers d'entreprise, puisqu'on voit que c'est un sujet comme relativement complexe. On parle de gouvernance, il y a énormément de sujets et de points. Donc je pense qu'on a un véritable intérêt à les faire monter en compétence sur ça, pour que ce sujet-là, qui va devenir majeur, et on le voit bien, il est en train de s'accélérer, et va impacter tous les financiers, et le trésorier en particulier, mais l'ensemble des équipes financières, ça c'est un premier élément. Et donc ça peut passer par ces formations, bien entendu, par la participation, je vous le disais, à un certain nombre d'expérimentations de comptabilité adaptées au respect de l'environnement, des choses comme ça, dans des endroits. Et donc ça permet concrètement, finalement, de mettre ça en œuvre. Et puis, et l'autre point, c'est est-ce qu'on met plus de financiers au sein des équipes ESG ou RSE ou des experts? Aujourd'hui, ce n'est pas tranché, en tout cas chez nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on a nos mondes qui sont en train de se rapprocher très fortement. Et je pense que l'idée, c'est extrêmement important d'aller sur ça, puisque c'est aussi, on est très attendu de la part de nos équipes, mais aussi en externe, très regardé. Et je pense que c'est un facteur d'attrait aussi pour les entreprises d'aller sur ces sujets-là et de les traiter, et effectivement pas être juste dans la com. Parce qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent chez nous, ils disent ok, c'est très bien, vous avez une mission, reconnecter les gens à la nature, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça se traduit tous les jours dans votre fonction de financier, de trésorier? Donc c'est aussi extrêmement intéressant. Mais on a un enjeu de formation extrêmement fort. Sarah Mingham, chez Corian, comment cette problématique RH est traitée? Pour l'instant, on n'est pas construit avec des formations formelles, mais effectivement, cette collaboration est extrêmement forte et a vraiment son importance. Et on a par définition, finalement, des équipes à la finance qui sont très calées sur ces sujets-là. Et du coup, effectivement, cette collaboration-là est très importante et la question se pose, je pense, comment on formalise ça dans la suite. Mais pour l'instant, c'est plutôt une collaboration forte, on va dire. Bon, donc vous êtes bien équipés déjà. Vous l'aurez compris, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion ESG, c'est stratégique pour l'entreprise, pour ses ressources humaines, vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Merci à nos invités de nous avoir éclairés sur ces sujets aujourd'hui. Alexandre, merci beaucoup. Débat passionnant. On aurait pu rester des heures ensemble. Je crois que c'est le sujet effectivement de demain, mais c'est surtout le sujet d'aujourd'hui. Et donc, nous nous retrouverons certainement pour ce sujet, d'ailleurs, l'année prochaine, dans notre prochaine Univers Swiftnet, puisque pour cette année, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis dans ces conditions qui n'étaient pas toujours les meilleures. Cela dit, c'est avec grand plaisir que nous avons assuré Univers Swiftnet pendant toute cette année, avec la GFI en particulier et tous nos partenaires classiques que vous connaissez bien. Et je les remercie encore de nous avoir suivis. Merci, à l'année prochaine. Merci Alexandre.